Bon, donc nous allons commencer sans plus tarder. Donc, déjà, bienvenue sur ce webinaire dédié au secteur ferroviaire et avec en point central la restitution d'une étude qui a été menée par le cabinet Audit sur la chaîne de valeur du secteur ferroviaire. Donc rapidement, vont intervenir aujourd'hui, que vous voyez à l'écran, François Charleux de la région Occitanie, Pierre Voctenberger donc du cabinet conseil Audit, Pascal Pain du cluster Totem, et Bruno Guillet, donc chargé de mission à l'agence Ad-Hoc. Donc, quelques petites règles que vous connaissez maintenant bien, je pense, avec le nombre de webinaires que l'on peut faire. Donc, tous les participants ont les micros et caméras coupés. Donc, seuls les intervenants ont la possibilité de parler. Les présentations vous seront communiquées en fin de webinaire ainsi que le replay. Et pour toutes les questions que vous souhaiteriez poser, vous avez la possibilité dans la barre d'outils sur votre droite de les poser tout au long du webinaire. On les prendra en fin de webinaire, en fait, pour ne pas couper les présentations sur une séquence de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas vraiment tout au long de le faire. On sera là pour y répondre avec plaisir. Rapidement, donc l'ordre du jour du webinaire de ce matin. Donc une introduction qui sera réalisée par François Charleux de la région Occitanie. Un point focal sur la restitution de l'étude Audit sur le secteur ferroviaire, avec notamment que seront abordées les chaînes de valeur du secteur, les technologies d'intérêt pour le ferroviaire et les principaux donneurs d'ordre européens. Ensuite, on suivra une intervention de M. Pain du cluster Totem avec les différents accompagnements que propose le cluster sur les domaines d'activité qu'il couvre, notamment le ferroviaire, ainsi qu'une présentation ensuite de Bruno Guillet pour l'agence Ad-Hoc sur les actions que l'on mène sur le ferroviaire, et une intervention de Thilo Schoenfeld du Pôle Aerospace Valley avec un message particulier pour l'entreprise de l'aéronautique qui s'intéresse au marché du ferroviaire. Et tout de suite, je laisse la parole à François Charleux, responsable de service filière innovation à la direction de l'économie de la région Occitanie. Bonjour à tous, je vais juste vérifier que vous m'entendez bien. C'est bon au niveau du son? Oui, ok, très bien. Donc moi, je suis vraiment ravie d'introduire cette réunion qui illustre parfaitement en fait le travail qui a été engagé par la région ces derniers mois en faveur des filières et notamment la recherche de synergie entre les filières régionales. Pour vous donner un petit peu le cadre, la région a défini durant l'été 2020 un cadre politique global de relance et de transformation qui est dénommé le Pacte vert, avec une première déclinaison opérationnelle qui a été votée en novembre 2020. Ce plan de transformation, il met vraiment en exergue les stratégies filières. Et effectivement, bon, je reviendrai un petit peu plus tard sur ces éléments-là, mais ce sont des structures, enfin, un plan qui porte véritablement le socle des travaux de structuration de la filière ferroviaire en région au sein d'un contrat de filière régionale qui s'appellera Mobilité intelligente et durable. Ce plan de transformation, il est directement lié en fait aux travaux qui ont été engagés dans le cadre des plans de relance. Vous savez que la région a voté un plan de relance spécifique à la filière aéronautique compte tenu de l'impact de la crise sur la filière en région Occitanie. Et dans ce cadre, la région a mis en place avec l'agence Ad-Hoc et le pôle Aerospace Valley des actions d'accompagnement à la diversification des acteurs de la filière aéronautique vers d'autres filières. Pardon. Donc les synergies, elles existent bien entendu avec la filière ferroviaire. Slide suivante. Donc pour illustrer le travail qui est fait sur la structuration de la filière, bon, dans un premier temps, on ne part pas de rien puisque des préconisations ont été faites en 2020 par les acteurs de la mobilité dans le cadre du rapport VACO, véhicule autonome et connecté, qui a été tiré par M. Thierry Kamal. Et dans ce cadre, suite aux préconisations du rapport VACO, il y a un cluster dédié à la filière mobilité qui a été créé en région, qui est le cluster Totem, qui traite les filières automobiles, ferroviaires,
maritime et qui fait également le lien avec les acteurs de l'aéronautique. Donc, dans la continuité du rapport VACO et en cohérence donc, avec les plans qui sont inscrits dans le pacte vert de la région Occitanie, un travail est actuellement en cours avec l'agence ADOC pour proposer aux acteurs de la filière un contrat de filière mobilité intelligente et durable d'ici la fin de l'année, puisqu'on prévoit donc de présenter ce contrat de filière à l'approbation du vote des élus donc en décembre 2021. Et en parallèle, donc, il y aura des sessions d'échange et de concertation avec les acteurs de la filière courant septembre-octobre 2021. Slide suivante. Donc le deuxième pilier en fait de la structuration de la filière, c'est le plan rail qui est directement inscrit dans le pacte vert que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce plan rail, en fait, il a pour objectif de développer l'offre de transport ferroviaire en région avec les trains LIO et d'augmenter notamment le nombre de voyageurs, puisqu'il est prévu d'atteindre 100 000 voyageurs quotidiens d'ici 10 ans, avec une augmentation donc relativement importante de 34 000 voyageurs par jour sur ces réseaux. Donc le plan, il se décline en 5 axes que vous trouvez ici. Donc le premier axe qui a pour vocation en fait, de redonner un avenir pérenne au réseau secondaire en fait, par le développement d'une politique active d'investissement. Et là, ce sont 800 millions d'euros de subventions régionales qui sont programmées sur 10 ans pour sécuriser en fait, l'avenir des petites lignes en région. L'axe 2 qui vise en fait à agir directement sur la filière en investissant dans le parc de matériel et les infrastructures. Donc essentiellement sur 2 axes, un axe renouvellement et verdissement du parc de matériel roulant, et également un sujet sur le développement d'expérimentation à travers l'acquisition de trains hybrides, de trains à batterie, de trains hydrogène. Et l'objectif, c'est bien que les projets qui sont portés en région permettent en fait aux acteurs régionaux de bénéficier directement des retombées, tant pour les infrastructures, pour les acteurs du BTP par exemple, ou de l'industrie, que pour le matériel roulant avec les entreprises industrielles ou de services qui peuvent être concernées par les activités de maintenance ou de rénovation, par exemple, de ces matériels roulants. L'axe 3 qui vise à imaginer et déployer le modèle d'une gare du futur. Donc dans ce cadre, la région portera une démarche d'éco-conception pour les chantiers de rénovation des gares, en s'appuyant sur des sujets efficacité énergétique et développement d'une économie circulaire. L'axe 4 qui permettra de définir une offre de transport adaptée à la grande vitesse et aux besoins de desserte touristique du territoire. Donc, il s'agit là d'apporter en fait au territoire les bénéfices de la grande vitesse en adaptant et optimisant l'offre de transport pour permettre un accès large, rapide à ce réseau aux utilisateurs des services LIO. C'est également redonner vie aux trains de nuit et c'est également développer une offre saisonnière de transport qui soit adaptée aux enjeux touristiques de la région. L'axe 5 qui porte en fait sur les réseaux de mobilité urbaine et les interactions à constituer avec les différents échelons de collectivités locales et notamment les métropoles pour faciliter les mobilités en créant des liens entre le train, le tramway, le métro. La région a ainsi contribué au financement des projets de tramway et de 3e ligne de métro sur les métropoles de Montpellier et de Toulouse. Et puis actuellement un sujet dont vous avez peut-être entendu parler autour de l'étoile ferroviaire toulousaine qui nécessite des investissements importants en fait, pour répondre à la demande croissante de mobilité. Donc voilà pour ce plan rail qui a été adopté en région Occitanie dans le cadre du pacte vert en novembre dernier.
Alors, par rapport à la diversification de la filière aéronautique vers la filière ferroviaire, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la région a adopté des mesures en fait dans le cadre du plan ADER exceptionnel pour la relance de la filière aéronautique, pour l'accompagner d'une part dans le maintien de ses savoir-faire et de ses compétences dans cette période de crise, mais également pour travailler en fait sur les leviers d'action ou les leviers de réaction en fait, face à la crise, et notamment le levier de la diversification. Donc avec l'appui d'Aerospace Valley et de l'agence ADOC, l'objectif c'est bien d'aider les entreprises de la région, de la filière aéronautique en fait à concevoir et mettre en œuvre une politique de diversification de leur activité. Donc ce webinaire, il s'inscrit dans ce cadre pour permettre d'informer en fait les entreprises de la filière aéronautique sur les conditions d'accès au marché du ferroviaire, présenter en fait les opportunités de marché et les conditions d'accès à ces marchés, organiser également des échanges B2B. Et c'est également l'objectif de lancer des challenges technologiques pour favoriser le transfert de technologie de l'aéronautique vers d'autres filières et notamment la filière du ferroviaire. Donc là, la région a un certain nombre d'outils, je ne vais pas les décrire là, mais on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter pour les entreprises intéressées par ces actions de diversification. Donc des outils, des dispositifs financiers pour accompagner ces efforts de diversification. Et puis, dans ce cadre-là, donc la région a également confié à l'ADIT une étude sur les marchés de diversification pour les entreprises de la filière aéronautique, avec un approfondissement sur la filière ferroviaire qui va vous être présenté en suivant. Voilà, je vous remercie. Merci Françoise pour cette présentation. Je m'excuse auprès des participants si des pop-up s'affichent sur mon écran. J'ai essayé d'y mettre fin. J'espère que ça ira mieux à l'avenir. On va enchaîner tout de suite avec la restitution de l'étude sur le ferroviaire qui a été menée par l'ADIT et comme le disait Françoise, sur demande de la région Occitanie. Une présentation qui va être réalisée par Pierre Wottenberger, donc les consultants pour l'entreprise et territoire de l'ADIT. Pierre, donc je vous laisse prendre la main sur la présentation. Alors. Normalement, c'est visible pour tout le monde. Oui, tout à fait. Par contre, on n'est pas en mode plein écran. Moi, j'y suis. Je vais retenter alors. Est-ce que c'est mieux? Bon, je lis toujours les diapositives suivantes sur le côté, mais on peut avancer comme ça. C'est bon, oui ou pas? On y voit même pas en plein écran. Bon, bah, écoutez, vous voyez ça avec des filles ou non? C'est l'autre écran qui est visualisé. Donc, vous voyez vous-même. Ok. Ah non, c'est bon. Voilà, tout à fait. Ah, c'est bon. Très bien, donc bonjour à tous, merci pour ces différentes introductions. En effet, nous, notre travail a consisté à étudier la chaîne de valeur du secteur du ferroviaire dans l'optique de comprendre dans quelle mesure les entreprises de l'aéronautique pourraient proposer leurs prestations, leurs services et les produits conçus et fabriqués dans cette branche. Donc, on va dérouler la présentation en plusieurs étapes. Donc, je vais présenter rapidement le périmètre de l'étude, quelques éléments de marché, afin de comprendre sur quelle base on a travaillé. La chaîne de valeur du secteur ferroviaire va vous être présentée de manière assez macro. On va faire un focus sur quelques maillons spécifiques.
Les technologies d'intérêt pour le ferroviaire à l'heure actuelle, les tendances qu'on peut observer, et également une partie sur les donneurs d'ordre qu'on retrouve à l'échelle européenne. Alors, le périmètre de l'étude était centré sur le matériel roulant et sur la MRO, donc le maintien en conditions opérationnelles. Alors, dans le matériel roulant, on a pu s'intéresser à tout ce qui a trait au transport de voyageurs, avec des grandes lignes TGV, transport urbain, périurbain. Et dans la MRO, on a tout ce qui va être opération de maintenance, de réparation du matériel roulant. Donc, on ne s'est pas intéressé directement aux infrastructures, par exemple, qui peuvent également être intéressantes dans certains cas pour des entreprises en recherche de diversification. On a donc identifié plusieurs cercles, ou plutôt catégorisé en plusieurs cercles. Donc, un premier cercle qui va donc contenir en fait tous les clients, donc les opérateurs ferroviaires, donc typiquement la SNCF. Et après, différents rangs, donc avec un rang 0 pour la maîtrise d'œuvre, donc tout ce qui va être constructeur, ensemblier, et différents équipementiers par la suite, donc les équipementiers de rang 1, qui vont donc, de manière similaire à l'aéronautique, se chargent de la conception et la fabrication de sous-ensembles complets. On y retrouve des grandes PME, des ETI, du ferroviaire. Alors, on verra notamment dans la présentation des acteurs européens qu'en fonction des pays, on a aussi des différences importantes en termes de répartition des entreprises. Rang 2, donc, tout ce qui est conception, fabrication de produits pour l'équipementier de rang 1, fournisseur de rang 3 pour le rang 2, etc. Et donc, on a également l'ingénierie, les bureaux d'études qu'on va retrouver dans le premier cercle. Le second cercle, lui, contient, donc, on a ce qu'on appelle donc, les groupements, donc on peut penser à la Fédération des industries ferroviaires. On a également les clusters, donc Totem, qui aura l'occasion de s'exprimer par la suite du webinaire. On a également des acteurs de la R&D, on peut penser à certains IRT, et des pôles de compétitivité. Quelques éléments de marché avant de commencer à rentrer un peu plus dans les détails. De manière très globale, on a une filière ferroviaire aujourd'hui qui est dans une dynamique vraiment de numérisation, un changement un peu de dimension. Donc, on a beaucoup de maintenance prédictive qui arrive, c'est des enjeux aujourd'hui qu'on retrouve. La mobilité connectée, on a aussi des fortes préoccupations autour de l'impact environnemental, chose qu'on retrouve également dans nombre d'autres secteurs, avec l'apparition de propulsions de nouvelles générations. On peut penser notamment à l'hydrogène. Au niveau du chiffre d'affaires, aujourd'hui, on est sur une bonne dynamique après un petit creux qu'on a pu observer en 2016. Et au niveau de la répartition entre matériel roulant, infrastructure, signalisation et services, on observe que le matériel roulant avec les services sont le binôme de tête, suivi par les infrastructures et la signalisation en dernier. Alors tout de suite, la chaîne de valeur du ferroviaire. Donc, pour la vision d'ensemble, on a proposé ici 6 maillons. Donc, un premier qui concerne les sous-systèmes mécaniques, les tractions en second. Donc, dans traction, on va retrouver tout ce qui est système d'accouplement, notamment, donc, pour assembler les différentes voitures d'un train. Cabine, poste de conduite. Donc là, on peut y retrouver des éléments qui permettent la conduite du train, donc avec certaines interfaces, le pupitre, certains éléments qu'on peut retrouver dans une cabine de contrôle. Les systèmes embarqués, commandes et contrôle, donc CMS, ça va être justement un des maillons sur lesquels on va se pencher par la suite. La MRO, donc la maintenance, la réparation, le maintien en condition d'opération des matériels roulants. Et enfin, les normes et certifications. Justement, on va passer un peu de temps dessus également, dans la mesure où on est sur deux secteurs qui ont leur spécificité, mais également leur point fort à ce niveau-là. Alors, les systèmes embarqués, commande et contrôle, on a sous-segmenté en fait un seul maillon en plusieurs parties. On a fait ce choix, enfin l'étude traite des autres maillons, mais là, pour la présentation, on se concentre sur celui-ci parce qu'il nous semblait particulièrement intéressant au regard des savoir-faire des entreprises de l'aéronautique. Donc, c'est la raison pour laquelle on se concentre dessus. Donc, on va retrouver certains signaux électriques, donc des signaux tout ou rien, certaines boucles de courant, des signaux carrés ou rectangulaires de sorte à communiquer de l'information. On va avoir des technologies assez spécifiques, en fin de compte, dans le ferroviaire, certains bus qu'on va retrouver, des bus audio pour également
organiser de la communication, certaines boucles sécuritaires. On est sur des équipements qui ont besoin d'assurer une sécurité tant pour les passagers que pour les infrastructures notamment. Donc on a ce besoin. L'alimentation du système de contrôle. Donc on va avoir aussi des systèmes de secours avec certaines batteries, ce genre de choses. De la gestion globale et des interfaces homme-machine qui, encore une fois, sont dans une dynamique d'évolution. Aujourd'hui, on a du matériel roulant qui est assez ancien et également du matériel roulant qui est assez récent. On a vraiment ce gap qu'on peut déjà observer nous en tant que passagers, mais on se rend bien compte aussi en discutant avec les industriels. On a des réelles évolutions qui se préparent. Et là, on peut aussi avoir des passerelles entre filières intéressantes à étudier. Ce qu'on vous présente ici, c'est différentes compétences qui sont nécessaires, en tout cas, pour regarder différentes informations qu'on peut obtenir dans ce maillon système embarqué. Donc ça, justement, c'est un travail qu'on a fait sur tous les maillons, mais on vous le présente ici pour le système embarqué. Alors, au niveau constructeur ensemblier, bon, de manière générale, c'est des compétences en termes d'études, de simulation et de prototype autour du système embarqué de manière assez globale. Et après, on va décliner en fait ces compétences chez les équipementiers des différents niveaux, avec ces sous-ensembles des réseaux informatiques en fonction de différents protocoles qu'on a listés ici de manière non exhaustive, avec des technologies, des bus audio au niveau de logique câblée, d'électronique programmable ou non, des interfaces de machine. On connaissait un certain nombre d'exemples probablement plus techniques. Si on descend d'un cran, on va donc arriver aux fournisseurs de rang 2. Alors, ces fournisseurs de rang 2, là, ça peut être intéressant de s'arrêter un petit peu. On a en fin de compte plusieurs sections pour ces fournisseurs. Donc, au niveau de la connectique, on a énormément de connectique sur cette partie système embarqué. C'est là d'ailleurs probablement un des points forts au niveau des passerelles qu'on peut identifier. Alors, qui peuvent concerner tant de l'électronique, certaines parties plus électriques, des équipements de sécurité. Alors, on parlait tout à l'heure justement de sécurité des passagers, sécurité des infrastructures. On a typiquement des questions qui peuvent tourner autour des alarmes, autour des éclairages. Transmission d'informations au débit. On est aussi dans une dynamique aujourd'hui d'apporter cette évolution technologique dans les trains. L'apparition du Wi-Fi, l'apparition aussi de la 5G va venir changer les modes de fonctionnement. Les systèmes de contrôle classiques. Surveillance de l'état en ligne. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de procéder à des réparations, à de la maintenance pour les trains de manière un peu optimisée. Donc, c'est pour ça qu'on intègre les systèmes de surveillance de l'usure. On a des parties critiques dans les trains. Donc, il y a ces questions qui rentrent en compte, donc des boîtes de vitesse, des moteurs de traction qui sont suivis dans leur état lorsqu'ils sont en fonctionnement. Les réseaux de données embarqués, donc là, on va avoir aussi un ensemble de composants qui peuvent être intéressants à étudier. Alors, bon, faisceau de câbles, c'est le genre de questions aussi qu'on peut retrouver assez facilement dans un secteur ou dans l'autre, avec encore des questions d'antennes embarquées, certains commutateurs, des communications radio également. On n'est pas forcément toujours sur les mêmes fonctionnements. En revanche, on a cette similitude entre ces secteurs. Alors, aujourd'hui, on a aussi une question, on parlait de connectivité qui entre un peu dans le jeu, c'est la compétence IoT. Donc là, on va avoir aussi la tendance à chercher à connecter au maximum les éléments du train déjà en son sein, et puis après, potentiellement, de faire sortir les informations du train pour les amener à un centre de contrôle, par exemple, de sorte à suivre aussi l'évolution du train. Enfin, le fournisseur de rang 3, donc à la fin de la chaîne. Donc là, on va avoir des compétences identifiées essentiellement en fait sur certains matériaux, certaines mises en forme, des assemblages également. Donc là, on peut penser à des composants électroniques, tout simplement, donc certaines diodes, des relais, des cartes électroniques, des PCB. Certains plastiques et polymères. On peut penser à certains packaging qu'on va faire pour l'électronique notamment. On va avoir besoin aussi, au-delà des compétences électroniques, des compétences un peu plus globales pour proposer un ensemble de flux. Donc c'est aussi pour ça qu'on va faire appel à ces compétences, justement, qu'on va pouvoir retrouver dans la mise en forme, avec encore une fois des questions de câblage, de blindage, de tournage, de manage, spiralage, ce genre de compétences indispensables pour procéder notamment au câblage dont on parlait avant. On va également trouver des questions de mécanique de précision, compétences qu'on retrouve beaucoup dans des domaines tels que l'aéronautique. Et enfin, en assemblage, on va retrouver certaines compétences spécifiques, boulonnage, collage, rivetage, qui sont également en évolution dans le futur.
Maintenance, alors on a différents niveaux de maintenance. Alors, ce qui peut nous intéresser davantage, c'est les niveaux un peu inférieurs, sachant que sur les premiers niveaux, c'est des choses qu'on va pouvoir faire sur les voies directement ou même entre deux changements de ligne commerciale. Mais à partir du niveau 3, on va avoir besoin de compétences qui sont propres aux équipementiers ou aux fournisseurs. Alors, pour fournir justement des pièces qui remplacent les pièces d'usure ou lorsqu'on va changer certains organes qui sont arrivés en fin de vie notamment, on aura pu détecter parfois grâce à la maintenance prédictive. Alors, jusqu'au rang 3, on peut faire sur des voies d'ateliers équipés qui restent encore relativement accessibles, on va dire. Par contre, dès lors qu'on va passer sur des étapes de niveau 4 et 5, donc ce qu'on appelle les maintenances de régénération, les révisions ou les maintenances évolutives carrément, où là on va vraiment passer à de la modernisation. Là on a besoin de centres spécialisés, dans certains cas. On va également faire appel aux fournisseurs, aux équipementiers, pour réceptionner certaines pièces, certains équipements, changer certaines sous-parties et procéder aux différentes maintenances qui sont nécessaires. Donc on a également besoin de personnel qui soient spécialisés, alors soit dans les technocentres, dans le cadre de la SNCF en France, soit de personnel spécialisé directement chez les fournisseurs, les équipementiers. Au niveau des certifications, l'aéronautique est un bon exemple de secteur qui demande des certifications. Le ferroviaire en demande également. Alors, une parmi d'autres qui est assez emblématique du ferroviaire est la certification IRIS, qui propose donc en fait une certification à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement du ferroviaire et qui propose en fait des outils, donc avec des outils d'audit, un portail qui permettent aux équipementiers de trouver leurs fournisseurs notamment qui possèdent la certification IRIS. On a certaines entreprises qui exigent la certification IRIS. On peut penser à Hitachi notamment, constructeur japonais qui exige de ses fournisseurs cette certification. Au niveau des barrières d'entrée qu'on peut identifier dans le ferroviaire, alors ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça donne un aperçu. Alors, on a un cadre normatif qui est relativement technique, assez développé et un peu différent de ce qu'on peut trouver dans l'aéronautique. On n'est pas sur les mêmes équipements, sur les mêmes métiers. Alors, on peut penser aux organes de guidage ou d'accouplement, par exemple. C'est vrai que là, on s'est plutôt intéressé au système embarqué, ça n'empêche pas une certaine spécificité. Donc, on a besoin d'une aptitude à la compréhension de ces normes. Maintenant, dans la mesure où l'aéronautique est déjà assez friand, on peut supposer que c'est aussi une force pour la diversification des entreprises qui sont dans l'aéronautique. Alors justement, ces normes de certification, on a la certification IRIS, qui n'est pas forcément indispensable, mais qui est très clairement un argument très efficace pour un nouvel entrant, pour se faire, sa réputation, se faire plus facilement accepter dans la chaîne des fournisseurs. Au niveau des conditions nécessaires pour la compréhension et l'entrée dans le marché, on a la segmentation, on a un marché qui est quand même assez mature, notamment en Europe. C'est probablement un des marchés les plus matures du monde. On va en voir un peu tout à l'heure avec l'Allemagne notamment. Et donc là, les équipementiers qui ont des positions assez fortes. Donc là, l'objectif, très clairement, c'est peut-être plutôt, dans un premier temps, d'aller viser des rangs 2 ou 3 auxquels on va pouvoir proposer des services à valeur ajoutée qui auront plus de facilité à accepter des nouveaux fournisseurs. Donc, cette question de compétitivité également qui revient, vu qu'on est sur un marché assez mature, la diversification va demander une différenciation de l'offre. Et notamment, là, ce qui va compter, c'est le coût global sur le cycle de vie. Alors, ça fait partie des éléments qui ont été soulignés par le comité stratégique de filière ferroviaire. Ce n'est pas juste un coût à l'achat, c'est un coût global sur le cycle de vie de l'équipement ou du sous-équipement. Voilà pour les barrières d'entrée et les conditions nécessaires qu'on peut lister. On peut encore citer d'autres, mais ça donne déjà un bon aperçu de ce qu'on peut. Les technologies d'intérêt pour le ferroviaire. Alors, si on s'intéresse au système embarqué, on a vraiment l'intégration des technologies numériques qui apparaissent de plus en plus, donc avec des tramways qui sont connectés, des intermodalités qui sont possibles et demandées, attendues. Au niveau des structures, aménagements intérieurs, on a des services aux passagers qui évoluent avec davantage de prise en compte du confort, du bruit, etc. Un passage au multiplexage, on a besoin d'une autre expérience utilisateur lorsqu'on est voyageur. Évolution au niveau des chaînes de traction. Alors, on a beaucoup d'énergie embarquée qui apparaissent aujourd'hui. Donc, on parle tout à l'heure de l'hydrogène, mais on a aussi d'autres manières de stocker l'énergie avec certaines batteries, des supercondensateurs, choses qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs comme l'aéronautique. La diminution du nombre de composants, on essaye aussi d'alléger justement
dans les structures et aménagements intérieurs, dans cette question de la légèreté qui apparaissent avec davantage d'aluminium, davantage de composites. On aura également des questions au niveau du traitement de ces composants qui apparaîtra par la suite. Mais ça fait partie des choses qui apparaissent davantage aujourd'hui dans le ferroviaire au niveau des évolutions produits. Au niveau des évolutions process, on a différentes choses qui apparaissent. Alors, des procédés qui évoluent au niveau de la soudure notamment, des procédés qui changent aussi, davantage de collage, de lissage pour la structure. La simulation numérique qui généralise, se répand, qui n'est pas nouvelle, mais qui prend davantage d'ampleur. Au niveau de la maintenance également, on a beaucoup de choses qui évoluent là-dedans. On parle tout à l'heure de maintenance prédictive. On a la volonté aussi de réduire les temps de maintenance, de l'éco-conception, design to cost. On a l'impression d'une 3D mécanique, l'aéronautique est quand même assez moteur là-dedans. Cette technologie arrive aussi dans le ferroviaire. On a des besoins sur de la maintenance, sur du nouvel équipement, sur du neuf, pour recréer des pièces ou pour créer des pièces parfois plus techniques, plus légères. Et enfin, des procédés de fabrication qui changent au regard de la montée en cadence dans les usines de production de matériel. Donc, auquel cas, on fait appel notamment à certains automaticiens et roboticiens sur les chaînes d'assemblage d'équipements, sous-équipements ou structures complètes. Les principaux donneurs d'ordre européens. Alors, en France, on a l'avantage de bien connaître Alstom, qui est désormais une des plus grandes entreprises ferroviaires au monde, numéro 1 en Europe depuis le rachat de Bombardier. Alors, on a cette carte ici, on a différents sites. Alors, la carte est spécifique à certains pays d'Europe. On n'a pas couvert tout le spectre parce qu'on a fait la supposition qu'il peut être plus intelligent de commencer par un périmètre géographique réduit. C'est la raison pour laquelle on retrouve notamment dans les pays nordiques, le Benelux, l'Allemagne, la Suisse également, le Royaume-Uni, les usines qui sont listées ici. Donc, on a pour Bombardier une quinzaine de sites en Europe et 22 implantations pour Alstom. On a en fait un fonctionnement qui est assez différent pour Alstom, typiquement en Allemagne de ce qu'on peut trouver en France, où on a typiquement à Salzgitter en Allemagne un site qui est très important, qui est capable de produire globalement une grande diversité de matériel roulant, alors qu'en France, on a spécialisé. On a un site on a un autre qui va faire alors qu'en Allemagne, on a plutôt des usines plus agiles au niveau de la capacité à produire un matériel roulant différent. CAF et Siemens, donc autre grand plein d'entreprises ferroviaires. On part ensemble, on les a juste présentés sur la même carte parce que CAF ne disposant pas énormément de sites en dehors de l'Espagne, on va présenter ici avec le site de Newport au Royaume-Uni, et donc les différents sites de Siemens qui sont, comme on disait, pour Alstom en Allemagne, également assez flexibles à la capacité de produire différents types de matériel roulant, donc des trams, des matériels roulant à grande vitesse, certaines locomotives, ou même de la signalisation pour circuit. Dans les pays scandinaves, on a un marché qui est quand même assez dynamique avec des grands projets qui ont été proposés sur des périodes qui courent jusqu'en 2030. Alors, tant sur des projets ferroviaires au niveau des infrastructures qu'également du renouvellement de certains équipements. Et là, on va trouver en fin de compte des équipementiers des différents rangs. Alors, Skoda, par exemple, Transtech, qui est d'ailleurs candidat à la reprise de Alstom en France, donc produit le matériel roulant directement. Et après, on a des entreprises comme par exemple Wabtec, spécialisées notamment dans les équipements autour du freinage, des trains, d'Elner pour le couplage. Et après, on retrouve certaines implantations. La Bombardier, on a pu le voir juste avant. Hitachi, donc qui est producteur de matériel roulant d'origine japonaise. Au Royaume-Uni, on a pu voir sur la carte les implantations de Alstom et CAF. À noter que bon, on est sur un réseau qui est privatisé avec des allocations, en fait, enfin, des concessions qui sont exploitées pour des durées de 7 à 20 ans. On a une vingtaine d'opérateurs et aussi qui sont dans certains investissements massifs dans les infrastructures notamment et sur le matériel roulant. L'Allemagne, alors un des marchés les plus matures au monde, en tout cas en Europe assurément. Alors c'est un marché particulièrement compétitif. On a des entreprises qui ont développé des savoir-faire très importants. Alors, on peut noter un cas assez intéressant, c'est le cas de Liebherr, qui est justement présent dans les équipements, les systèmes ferroviaires et qu'on va également retrouver dans l'aéronautique.
une entreprise qui a déjà ce double marché. Donc un cas assez intéressant. On retrouve Siemens, Siemens Mobility, qui produit le matériel roulant en tant que donneur d'ordre, et différents rangs qu'on va retrouver en dessous, donc Daimler par exemple, ou Volt, ou Bag&Bau, qui produisent également à différents niveaux de la chaîne des équipements. Alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en Allemagne, on a cette facilité à voir aussi différents niveaux, et on se rend compte aussi qu'on a certaines entreprises qui sont assez structurées et relativement puissantes sur le secteur du ferroviaire, chose qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres pays européens. En Suisse, on a certaines entreprises un peu moins connues, quoique. Alors, je tape Rail, par exemple, ou TMH, qui est une implantation de la société russe, TMH internationale. Donc, c'est un des réseaux ferroviaires, en l'occurrence, le plus utilisé en Europe. C'est vrai que la Suisse, la conscience collective, est assez connue pour les trains. Donc 150 trains par tronçon de réseau par jour, contre 86 en Allemagne, alors que l'Allemagne, on disait, est un des pays les plus matures sur ce marché du ferroviaire. Énormément de transport de marchandises en Suisse. Alors, le transport de marchandises n'implique pas forcément les mêmes besoins en matériel roulant que le transport de passagers. Effectivement, on n'a pas d'expérience utilisateur qui soit attendue pour les marchandises. Quand on compare à d'autres pays européens, on se rend compte, par exemple, 30% pour la Suisse, mais pour l'Autriche, ou 10% en France, on se rend compte de la part importante que représente la Suisse sur ce secteur. Également, on a des grands programmes d'ici 2035 qui sont alloués par la Confédération helvétique, avec des hausses de trafic qui sont attendues, tant pour les voyageurs que pour le fret. Voilà pour les différents éléments dont on voulait parler. Alors, comme le disait Stéphane Blanchard, on a pu détailler les différents maillons de la chaîne davantage dans l'étude. On a fait le choix ici de se concentrer sur le système embarqué, encore une fois parce qu'il nous semblait plus intéressant au regard des compétences des entreprises de l'aéronautique. On a d'autres questions qui peuvent rentrer en ligne de compte pour certaines entreprises, notamment au niveau des aménagements intérieurs. On a aussi davantage de modularité qui sont attendus aujourd'hui et dans les années à venir, pour justement proposer d'une part des expériences utilisateurs davantage adaptées aux attentes des voyageurs, et également pour concevoir des trains qui soient plus modulaires. Aujourd'hui, la réouverture de certaines lignes qui étaient fermées pendant longtemps, et auquel cas on a aussi besoin d'avoir des trains qui permettent d'accueillir sur certains moments un certain nombre de passagers importants, et dans d'autres de proposer aussi d'autres fonctionnalités avec davantage de flexibilité. Voilà pour cette présentation. Je vais laisser la parole à notre intervenant suivant. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Je m'excuse auprès de tous les participants par moment des problèmes de son, de connexion, ce qui fait que le son saute un petit peu. J'en suis désolé. Vous aurez de toute façon, suite au webinaire, dans les prochains jours, on vous enverra le support de présentation, donc vous y aurez tous accès. Et voilà. N'hésitez pas, dans tous les cas, si vous avez des questions, à les poser dans le fil d'à côté de questions. On y répondra à la fin. Et donc Pierre Hautenberger sera toujours disponible. Nous allons directement enchaîner avec Pascal Pin, vice-président du cluster Totem, cluster dédié à la mobilité intelligente et durable, dont le ferroviaire, naturellement, qui va nous présenter les différents accompagnements et actions menés par le cluster. Pascal Pin, je vous laisse donc la parole. Très bien. On peut passer à la planche suivante. S'il vous plaît. Merci. Donc, je ne vais pas vous représenter Totem, puisque Françoise Charleux, et je l'en remercie, a présenté la démarche. Donc, plutôt vous expliquer ce que l'on fait, quelles sont les principales actions. Voilà. Donc, deux parties. Une partie qui est vraiment les résultats qui sont visibles de tous. Ça va être d'une part tout ce qui est action de présentation, de présence dans les salons, les conventions, dans la presse. Dans les médias également comme LinkedIn, où on montre, où on intervient en collectif pour présenter un certain nombre de choses. Donc typiquement,
le salon CIFER en 2021, en octobre, mais on sera également présent au Mobilité Solutions Show à Toulouse en décembre, aux Rencontres nationales du transport public en septembre également à Toulouse, à l'ITS qui aura lieu également en avril 2022. Et puis, on a des partenariats justement avec des organes de presse comme To-Be-Rail, par exemple. Donc, pas mal d'actions collectives. Dans ces salons, on va chercher à valoriser d'une part chacun des membres et d'autre part de faire bénéficier à chacune des entreprises présentes de dispositions collectives, de participation à des webinaires, des tables rondes et par des actions collectives également qui permettent de renvoyer des clients d'une entreprise vers l'autre de manière à pouvoir s'aider mutuellement dans le développement du business. Deuxième type d'action, c'est toutes les actions business orientées internationales. Donc, il y en a bien sûr plusieurs, c'est dynamique par rapport aux besoins, principalement 3 cibles. Les Émirats arabes unis, sur lesquels depuis plusieurs années maintenant, on a une initiative qui a été lancée d'avoir des commerciaux en temps partagé entre plusieurs entreprises, ce qui permet de développer avec plus d'efficacité sur place ce marché-là quand il correspond aux attentes et aux cibles des entreprises. Le deuxième, c'est l'Allemagne, sur lequel on a eu d'une part des présentations du marché et d'autre part des actions qui vont être mises en commun avec Business France en liaison avec le comité internationalisation de la filière que je préside et qui permet de cibler des actions communes en ayant la taille critique, en regroupant des entreprises pour avoir des actions, donc soit en faisant venir nos collègues, nos clients allemands en France, soit inversement en organisant des rencontres sur place, donc en Allemagne. Donc, dans un premier temps, il y a eu lieu un webinaire sur la présentation du marché avec les chambres de commerce et avec Business France, donc en Allemagne. Et compte tenu de la crise sanitaire, les rencontres sont prévues donc sous la forme virtuelle au mois de septembre. Ce plan Allemagne, il va s'accompagner sur 3 années. Donc, il y aura bien sûr les salons InnoTrans, il y aura des invitations au CIFER, etc. Donc, des liens avec les grandes manifestations. Et le Maroc, où on a également un webinaire qui a été organisé avec Chambre de commerce de Casablanca. On va organiser donc des B2B inversés au Maroc avec un certain nombre de comptes, l'ONCF, qui est la SNCF marocaine, mais y compris en profitant de la synergie de nos grands comptes membres de Totem, donc Alstom par exemple, qui va nous permettre de rencontrer ses collègues sur place. On ira rencontrer RATP Dev, Transdev, Infraway et des grandes sociétés marocaines comme SCIF, etc. Voilà. L'interaction également avec Totem va nous permettre de profiter aussi de la synergie dans le domaine automobile et on va pouvoir rencontrer comme ça les acteurs économiques sur place que sont Renault, que sont Continental et autres. Troisième type d'action majeure, c'est les actions de prospection ciblée vers des clients. Donc là, on a eu une grosse action avec CAF qui cherche à développer sa supply chain en France et en région. Donc, on a organisé ça avec les acteurs économiques locaux, avec ADOC, avec les chambres de commerce, y compris avec les réseaux ferroviaires français. Et donc, ça nous a permis d'organiser pas mal de rencontres qui ont eu lieu donc, en virtuel avec le directeur de la supply chain de CAF. Et deuxièmement, d'organiser également des rencontres pour certaines des entreprises vers directement CAF Espagne. Avec Alstom, on a un gros projet. On les a accompagnés en phase d'offres pour présenter un certain nombre de solutions et d'offres de nos entreprises pour leur offre sur la ligne 3 du métro de Toulouse. Ce contrat, ils l'ont gagné et donc actuellement, on travaille donc avec Alstom pour mettre en avant les solutions dont ils ont besoin sur les lignes de la segmentation dont ils ont besoin. Ça commence d'abord par le génie civil, par l'ingénierie, puis par les acteurs qui concourent au matériel roulant. Toutes ces actions-là, on est en train de les mener en collaboration avec le directeur des achats, le directeur de programme d'Alstom, en proposant les offres de nos membres. On a le même genre d'action avec la SNCF, où on a été en contact très tôt donc dans le cadre des programmes de rénovation des trains régionaux AGC,
et sur lequel on a mis en avant également les solutions des acteurs économiques locaux. Alors, toutes ces actions, qu'elles soient tournées en termes de business, en termes de communication, de visibilité, c'est la partie émerger l'iceberg. Derrière, en fait, il y a pas mal d'actions de fonds qui sont organisées pour aller vers ces objectifs de développer économiquement nos entreprises. Donc, d'abord, une organisation avec des ambassadeurs qui sont des acteurs qui ont délégation pour représenter Totem et qui vont permettre de construire, d'une part, un plan de prospection vers les constructeurs, les techniciens, l'infrastructure, en profitant des réseaux, des contacts de chacun des membres de façon privilégiée. Et ensuite, une organisation et des méthodes pour faire du chasseur-meute. Ces actions-là, elles s'appuient également sur une approche structurée et des outils et des méthodes structurées qui ont été mis en œuvre au fil du temps, d'abord par MIPIRAI, puis par Totem, pour promouvoir des offres des membres avec des outils informatiques, avec des catalogues, avec une capacité à cibler par rapport à des besoins des clients une sélection des entreprises qui sont d'une part intéressées par la cible et d'autre part qui intéressent la cible. Donc, à partir de là, on arrive à avoir une offre de service qui est ciblée et qui permet de faire une promotion beaucoup plus efficace. On a utilisé les mêmes outils pour travailler également sur la feuille de route d'innovation qui va être nécessaire pour répondre aux besoins du PIA 4. Donc, c'est un gros projet d'investissement d'avenir donc dans le cadre de la mobilité au sens large et plus particulièrement de la mobilité ferroviaire sur lequel il y a des actions au niveau national avec la FIF. On va aider ensuite les entreprises à rechercher des financements, qui peuvent être régionaux, nationaux, européens, en utilisant bien sûr ad hoc qui nous aide, mais on va chercher à répondre aux besoins collectifs des entreprises dans cette situation-là. Et ensuite, le dernier point, mais qui n'est pas négligeable, c'est utiliser les réseaux nationaux. Alors, j'ai mis celui de la FIF, bien sûr, puisqu'on parle du ferroviaire, mais au sein de Totem, on a également les liaisons avec les autres filières, avec la PFA, avec le CNPA, dans le domaine de l'automobile. Ces liaisons au niveau national nous permettent d'une part d'avoir un impact national, de profiter à l'opposé des actions nationales au niveau des acteurs locaux et de les informer, ce qui nous permet d'avancer sur pas mal de sujets qui sont par exemple, on a parlé tout à l'heure dans les actions régionales de l'industrie 4.0 ou des investissements dans ce domaine-là. Typiquement, au niveau de la fédération, des actions, un grand projet national qui s'appelle CARE pour aider les entreprises à améliorer leur supply chain, on peut bénéficier de ces dispositions-là si par l'intermédiaire des actions qui sont menées avec la FIF. Sur le ciblage des destinations internationales, c'est pareil. Donc, j'anime le comité stratégique internationalisation de la filière, ce qui permet, avec les grands comptes français, de voir quelles sont les cibles prioritaires. Et suite à un sondage, on les a recentrées par rapport aux besoins des entreprises, de manière à pouvoir mener des actions collectives qui correspondent aux besoins du marché et d'un maximum d'entreprises. Ainsi, on a ciblé quelques entreprises en Europe et à l'étranger. Quelques pays en Europe et à l'étranger. Alors bien sûr, on va retrouver l'Allemagne, on va retrouver les pays d'Europe du Nord, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Moyen-Orient, le Maghreb, et après un sondage, des attentes assez fortes également vers l'Italie, alors qu'actuellement, il n'y a pas encore d'actions structurées, mais on va essayer de les mettre en place dans la période à venir. Voilà, toutes ces actions vont déboucher derrière de nouveau vers des programmes clients. On revient sur le haut de l'iceberg. L'objectif, c'est avant tout de bénéficier de la force collective pour développer chacune des entreprises et de ne pas promouvoir Totem en tant que tel, mais bien de développer l'économie de chacun de nos membres et donc de fait de l'emploi en région. Voilà. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation très claire et vraiment d'ensemble sur les accompagnements de Totem. On va enchaîner tout de suite avec Bruno Guillet, donc, qui est chargé de mission export international à l'agence ADOC, en charge de la mobilité intelligente et notamment du ferroviaire. Donc Bruno, je te laisse la parole. Parfait, merci Stéphane, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je vais vous parler de 3 salons, de 3 actions sur des salons que je vais vous présenter en ne suivant pas l'ordre chronologique. Je vais commencer par le CIFER.
où Haddock est partenaire de Totem pour l'organisation de la présence d'une délégation Occitanie sur ce salon. Alors le CIFER, c'est le salon international de la filière ferroviaire en France, le plus grand salon de la filière en France, qui réunit fabricants et fournisseurs de matériel roulant et également du domaine des infrastructures. Ce salon a lieu en octobre, le 26 au 28 octobre de cette année, donc c'est bientôt. Nous y serons présents avec donc Totem et 16 exposants sur un espace d'à peu près 150 mètres carrés. Et l'idée, c'est également, en complément de cette présence en tant qu'exposant, de proposer aux entreprises, notamment la filière aéronautique en particulier, de pouvoir, qui seraient intéressées de venir en visiteur, de pouvoir proposer un accompagnement grâce à cette présence physique que nous aurons sur le salon. Alors, je voudrais souligner qu'il y aura donc la possibilité de vous accueillir sur le salon. Sur le pavillon, on aura notamment CAF, qui sera membre de notre délégation régionale. Il y aura un cocktail de networking en milieu de salon le mercredi qui sera organisé sur le pavillon. Et puis également, on prépare une séance de présentation du marché ferroviaire par les représentants de la filière, par la FIF. Potentiellement avec la FIF, on est en train de voir ça avec Totem, comment s'organiser, se coordonner là-dessus pour proposer un package global. Ça, c'est pour le CIFER. Deuxième salon que je souhaitais mettre en avant, c'est Innotrans. Alors, Innotrans, c'est le salon mondial de la filière ferroviaire, où vous retrouvez absolument tous les acteurs de la filière, qui se déroule à Berlin tous les 2 ans, comme le CIFER, en alternance. Donc là, ce sera en septembre 2022, du 20 au 23 septembre 2022. Et l'idée, c'est pas d'avoir un pavillon régional sur ce salon. Il y aura cependant la possibilité d'exposer sur l'espace Business France qui est proposé, mais le salon est tellement grand que c'est difficile d'arriver à trouver un hall qui permette de rassembler les attentes de chacun des exposants potentiels. Par contre, l'idée c'est de vous préparer sur une mission découverte des entreprises intéressées pour vous accompagner sur ce salon. Bien sûr, on le fera en partenariat avec Totem. Et le dernier salon que je voulais mettre en avant, c'est on s'éloigne un petit peu de la filière industrielle ferroviaire pure et dure pour toucher le domaine de tout ce qui est digitalisation des transports, mobilité, intelligence. C'est le salon ITS World Congress qui a lieu cette année au mois d'octobre, 2 semaines avant le CIFER, à Hambourg, et qui traite de tout ce qui est la mobilité as a service, le MaaS, qui va traiter des infrastructures intelligentes, des services de mobilité, et donc on voit le lien avec la gare intelligente qui peuvent toucher des acteurs du domaine ferroviaire. Nous serons présents avec une délégation d'entreprise. Il est encore temps de s'inscrire jusqu'au 15 juin, donc n'hésitez pas à nous contacter en cas d'intérêt pour ce salon. Ensuite, je voulais mettre en avant un certain nombre d'autres actions, d'autres événements qui viennent compléter un peu ce qui a pu être dit précédemment sur l'intérêt pour tel ou tel pays ou telle destination. Ce sont des actions proposées dans le cadre de la Team France Export. L'opérateur, c'est Business France qui vous propose des événements soit en visio, soit en physique à travers des Learning Expedition, où vous avez les destinations ici, Indonésie, Malaisie, Norvège, pays nordiques, Suisse, Japon, Algérie, Tunisie. Ce sont autant d'opportunités d'approfondir votre connaissance et le business aussi avec des opportunités de rencontres qui sont offertes lors de ces sessions, soit physiques, soit en visio. Et là, on vous a mis le programme sur la fin de l'année 2021.
Donc, si vous voulez des précisions sur ces différents événements, sachez que vous les retrouvez sur le portail de la Team France Export. Mais n'hésitez pas à nous contacter, ad hoc ou un autre membre de la Team France Export pour pouvoir vous renseigner et vous orienter vers les bonnes personnes qui s'occupent de cette organisation. Voilà, j'ai terminé pour ma partie. Je vais laisser le micro à Thilo Schoenfeld du pôle Aerospace Valley. Oui, bonjour. Merci Bruno, merci à Stéphane d'avoir associé le pôle Aerospace Valley à votre webinaire. Donc, c'est pour souligner en 2-3 mots, je n'ai pas de planche, le soutien du pôle Aerospace Valley de nos régions, au pluriel, avec Nouvelle-Aquitaine, mais en particulier à l'agence ADOC, de vos activités de diversification en général et à nos entreprises membres du pôle Aerospace Valley qui souhaitent diversifier également de manière générale et plus particulièrement avec le secteur du ferroviaire. Là, on cherche aussi à apporter un soutien forcément sur le plan régional, mais également national, voire européen. Alors, juste pour la petite histoire, le pôle Aerospace Valley s'appelait tout au début AESE pour Aéronautique Espace Système Embarqué. Donc, les systèmes embarqués qui ont été mentionnés, soulignés dans l'étude de l'ADIT notamment, ont toujours fait partie intégrante du pôle, des activités du pôle. C'était un des 3 piliers d'ailleurs au début de la création du pôle. Aujourd'hui, le DAS, système embarqué, est couvert par l'écosystème d'excellence chez nous qui s'appelle SEC, pour les systèmes embarqués et communicants, qui traite sur tous les sujets liés à la recherche et innovation des systèmes embarqués. Et des sociétés comme Continental ou Alstom ou Actia, c'est des membres historiques du pôle dans ce domaine de la mobilité terrestre. Alors, qu'est-ce que le pôle a fait depuis la crise, depuis 1 an, on va dire? Nous avons mis en place des actions forcément de la diversification. Et pour le ferroviaire, on s'est rapproché du pôle du cluster Totem, mais aussi du pôle de compétitivité e-trans à Valenciennes. Il est prévu d'organiser un webinaire en commun avec e-trans, peut-être encore avant l'été, mais je vois ça plutôt pour le mois de septembre. Nous avons créé une communauté ferroviaire sur notre plateforme interne réservée à nos membres, la plateforme Connect. Donc, j'ai prévu de revenir vers les participants à ces webinaires aujourd'hui, une concertation avec Totem pour voir comment on peut animer cette plateforme. Puis pour information, sur le plan plutôt de la recherche, de l'innovation, le pôle Aerospace Valley a été nommé PCN Transport dans le cadre du futur programme européen Horizon Europe. Et le transport couvre également forcément le transport terrestre et le ferroviaire, notamment via le Joint Undertaking de GU, le partenariat institutionnel qui s'appellera Transforming Europe's Rail System et qui succédera à l'initiative Shift to Rail. Et pour conclure notre intervention, un petit message donc aux membres du pôle Aerospace Valley, notamment de bien préparer la diversification dans le cadre de la crise actuelle, certes, et même s'il y a quelques signaux faibles de reprise pour le secteur aéro, de revoir la structure des coûts, c'était également mentionné dans l'étude de l'ADIT. Et en gros, il s'agit de préparer une future crise. Personne n'espère venir, mais qui arrivera à coup sûr dans les années à venir. Merci encore pour l'opportunité pour le pôle de s'exprimer ce matin. Merci. Merci beaucoup Thilo, merci Bruno. On va bientôt arriver au bout de la séance, donc je ne vais pas trop déborder. Donc je prendrai quelques questions en suivant. Petit message complémentaire à transmettre peut-être, c'est de dire qu'effectivement, ADOC, la région Occitanie, les partenaires, on est là pour vous accompagner. Des soutiens financiers de la région existent aussi à mobiliser, tant pour développer tout ce qui est lié à l'industrie du futur, avec des accompagnements spécifiques qui peuvent être mis en place, des soutiens pour le développement à l'export, et mettre en place vos différentes stratégies, et éventuellement faire appel à des conseils et experts externes pour développer des compétences que vous n'auriez pas et développer de nouveaux marchés. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous tourner vers nous.
ou vers moi. Je orienterai si besoin en suivant. Vous dire aussi que suite au webinaire, on vous enverra un email avec le replay et la présentation, comme je l'ai déjà dit, et également le lien vers une petite enquête pour que vous puissiez répondre sur les marques d'intérêt ou pas que vous auriez pour les différentes actions qui vous ont été présentées. Également, ce sera l'occasion pour les entreprises industrielles d'Occitanie, exclusivement entreprises industrielles d'Occitanie, vous pourrez faire la demande d'avoir accès à l'étude dans sa globalité, de l'étude ADIT qui a été réalisée sous la demande de la région. Donc la région partagera cette étude-là avec les entreprises aéronautiques, enfin pas aéronautiques, excusez-moi, la entreprise industrielle de la région Occitanie. Tout de suite, j'enchaîne pour pas perdre trop de temps sur les questions qui nous sont parvenues. Donc plusieurs questions, notamment autour de l'étude. Donc pour Monsieur Oxenberger. Une première, est-ce que vous avez identifié dans la région les acteurs principaux des différents rangs et segments et pouvez-vous en partager ou pas cette liste, donc ce qui fait le lien avec effectivement l'étude que j'évoquais. Alors, le secteur géographique de l'étude était en fait davantage porté sur l'étranger, donc les pays qu'on a pu voir sur les deux cartes, donc le Royaume-Uni, Benelux, Allemagne, Suisse et pays du Nord. On a fait un petit focus, c'est vrai, sur les installations de CAF en Espagne, mais l'étude ne portait pas sur les entreprises d'Occitanie. D'accord. Peut-être que sur les acteurs en région, au niveau du cluster totem, vous avez une visibilité aussi, notamment à travers des membres du cluster, certainement. Tout à fait, oui. En fait, on a d'une part les membres de totem qui, dès qu'ils rentrent, remplissent les informations qui les constituent, aussi bien en termes d'informations d'entreprise, mais aussi en termes d'offres, solutions, de cas d'usage qui peuvent être mis en avant. Donc, on voit comment c'est structuré et segmenté. Ensuite, les grands acteurs, quand on parle de niveau d'intervention, effectivement, il y a les grands acteurs, mais comme Siemens, Alstom, CAF, il faut savoir qu'en région, les trois entités, Siemens encore un cas à part, mais CAF intervient un petit peu, mais sur certaines actions, beaucoup de rôle de maître d'œuvre du matériel roulant est plutôt piloté par le site espagnol. Et Alstom lui-même est présent, mais plutôt en tant que spécialiste de la partie traction électrique, pas en tant que constructeur de train. Là, on va retrouver d'autres sites en France. Effectivement, donc on a bien ça, et on a bien en dessous les différents rangs d'intervention, avec des rangs de fournisseurs de rang 1 ou de rang 2 ou de rang 3. Et il faut nous rejoindre. Venez nous rejoindre et vous pourrez travailler avec nous. C'est le message. L'approche, encore une fois, de Totem, c'est de profiter du partage et du collectif pour essayer d'enrichir chacun. Merci pour votre réponse. Nouvelle question pour vous, Pierre. Qu'entendez-vous par le passage au multiplexage pour structure et aménagement intérieur? Passage au multiplexage. Oui, alors c'est un peu ce qu'on disait aujourd'hui. On a un certain nombre de différences sur quand on regarde les matériels roulants en service. Et dans la mesure où, au niveau de l'expérience utilisateur notamment, on a cette attente de connectivité, on a besoin de réduire la proportion de câblage dans les trains. On ne peut pas multiplier les câbles à l'infini. Donc, il y a ce besoin de multiplexage afin, d'une part, de limiter les opérations lors des assemblages, mais également de la masse finale. C'est dans ce sens-là qu'on parle du multiplexage. Très bien, merci. Question, peut-être pour vous, Pierre, peut-être Pascal, vous pourrez compléter également sur est-ce que la déconstruction ferroviaire est un enjeu dans la chaîne de valeur? Alors, la déconstruction ferroviaire, c'est une thématique aujourd'hui qui est en train d'évoluer dans la mesure où les matériaux roulants qui sont déconstruits actuellement souffraient d'une part importante d'amiante. Dans les années à venir, on va être un peu moins confronté à ces questions parce que ceux qui auront été justement déconstruits ne seront plus là. En revanche, on a d'autres questions qui vont se poser. On parle tout à l'heure de l'allègement, donc on peut utiliser de l'aluminium qui se recycle bien, mais on peut également utiliser des composites qui se recyclent beaucoup moins bien, en tout cas économiquement parlant à l'heure actuelle. Donc il y a des questions qui vont se poser
Pour autant, elles ne sont pas forcément encore aujourd'hui très posées sur la table, on va dire. Il y a des choses qui sont actuellement, la SNCF déconstruit son matériel roulant, elle ne stocke pas à l'infini, même si à certains endroits elle stocke temporairement. Il y a des marchés qui sont passés avec des entreprises justement pour la déconstruction. Les compétences qui sont attendues sont aujourd'hui beaucoup autour du désamiantage. Je tiens à préciser également que les constructeurs de matériel roulant aujourd'hui, lorsqu'ils produisent leurs équipements, ils attestent d'un certain niveau de revalorisation qui tourne autour de 92-95%. Revalorisation implique d'une part recyclage, mais également valorisation énergétique. Donc on a une partie qui est recyclée, une partie qui est brûlée pour produire de l'énergie. Donc c'est un maillon, c'est pas forcément le plus important, c'en est un sur lequel il y aura probablement des choses à faire au niveau du recyclage des matériaux. Très bien, merci pour cette réponse. Je ne sais pas si notre intervenant veut ajouter quelque chose. On passe à une autre question, parce qu'on a quelques questions qui sont arrivées. Comme on a déjà débordé sur le temps, peut-être essayer d'en prendre un maximum. Du coup, prochaine question. De votre point de vue, quelle est la maturité en termes de transformation digitale des acteurs régionaux du ferroviaire? Donc, ça rejoint la thématique un peu industrie du futur sur le sujet. Je ne sais pas si quelqu'un a une visibilité sur la maturité des acteurs régionaux. Deux mots peut-être. En fait, il y a deux choses derrière. Alors, de façon générale, la filière ferroviaire a un peu de retard par rapport à la filière aéronautique, automobile dans ce domaine. Pour autant, ça avance assez vite. Et donc, dans la digitalisation, il y a deux aspects. Il y a la partie digitalisation des solutions et puis la partie digitalisation de l'industrie, ce que vous évoquez. Donc là, on est sur les mêmes démarches que ce que nous pouvons trouver ailleurs, et notamment dans l'aéronautique, pour la partie industrie, avec des travaux qui sont menés sur l'industrie 4.0. La particularité de la chaîne industrielle, c'est quand même les petits volumes. On n'est pas du tout dans le secteur de l'automobile. Et les supply chains ne sont pas toujours aussi structurés. On n'a pas beaucoup d'acteurs à la fin. Il y a deux grands marchés, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les constructeurs et les opérateurs pour les rénovations. Et donc, les supply chains s'organisent progressivement. Et donc, effectivement, le projet national CARE là, qui a été lancé est dans cette démarche-là, c'est-à-dire aider les entreprises à être mieux organisées, mieux gérer l'ensemble de sa supply chain et les outils numériques associés. Et donc, mais c'est des démarches qui sont complètement similaires à celles qui sont menées dans le domaine aéronautique. Et ce que l'on voit et ce qui est ressenti au niveau national, c'est qu'effectivement, il y a une hétérogénéité où il y a des entreprises qui sont au même niveau et souvent celles qui travaillent sur plusieurs secteurs. Donc, celles qui travaillent dans l'aéronautique, l'automobile ou le ferroviaire ont avancé en parallèle, ils sont plutôt en avance, et d'autres qui, historiquement, étaient un peu en retard. Les projets lancés sont là pour compenser ce retard. Merci pour cette réponse. Et peut-être en complément, à rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il existe un parcours régional pour aider les entreprises dans leur transformation dans l'industrie du futur. C'est un accompagnement en deux phases. Donc, une première phase est un audit 360 aux 5 jours qui est pris en charge à 100% par la région et qui adresse tout secteur d'activité et tout degré de maturité des entreprises. Parce qu'effectivement, on ne passe pas à l'industrie 4.0 du jour au lendemain. C'est une transformation qui se fait dans la durée. Et il y a un certain nombre de prérequis, notamment en termes d'organisation de l'entreprise, des différentes fonctions de l'entreprise, des lignes de production, des relations clients, des relations fournisseurs, à mettre en œuvre, de bien définir son besoin avant de se lancer dans une transformation plus radicale et qui serait peut-être pas forcément la mieux à même de faire évoluer la compétitivité des entreprises. Pour prolonger encore une question sur quel sera le rôle du média B2B Rail au sein de la communication de Totem. Monsieur Perrin, peut-être ? J'ai entendu la question, le son n'est pas passé. Quel sera le rôle du média B2B Rail au sein de la communication de Totem? Ce n'est pas un média de communication, le B2B Rail, c'est mettre en place du B2B, c'est-à-dire des actions de rencontres en vue de développer du business. Donc, il y en a de deux types, on va dire. Celles qui sont organisées entre nous en networking pour travailler les uns avec les autres, parce qu'au sein même des entreprises de Totem, il y a des entreprises de plusieurs rangs, et donc il y a
des actions croisées. Il y a aussi de mieux se connaître de manière à préparer soit des offres, soit des innovations en commun. Et puis après, il y a le B2B direct vers les clients. Et là, c'est ce que nous avons organisé avec Alstom, avec SNCF, avec RATP. Et ce qu'on organise, par exemple, pour le Maroc, dans la période à venir, lors du déplacement, avec les rencontres avec l'ONCF, les RATP Dev, etc. C'est les rencontres des acteurs sur place. D'accord, très bien. C'est pas militaire, hein, c'est vraiment des rencontres B2B. Ouais, tout à fait. Une question auquel je vais répondre directement sur une personne qui demande les contacts pour participer au salon et forum. Donc, bien évidemment, vous pouvez vous tourner tout simplement soit vers Bruno Guillet, soit vers le cluster totem, Pascal Pain et son équipe. Mais Bruno peut centraliser et orienter en fonction des pilotes de chacune des actions. Si tu veux en dire un mot, Bruno. Non, mais je suis à votre disposition. Hein, bruno.guillet@agence-adoc.com. N'hésitez pas à me contacter pour toute question et moi je pourrais vous orienter après vers les référents pour les actions en question. Hein. Absolument aucun problème. Y compris, comme tu le disais, pour les actions menées par la Team France Export que tu as évoquées. Absolument. Alors, les participants, étant donné l'heure, sont en train de se déconnecter au fur et à mesure. Peut-être prendre en réponse très rapide des dernières questions pour les personnes qui restent en ligne. Hein. On a encore, malgré tout, un certain nombre, plus de 80 connectés. Donc, je vous propose du coup de se dire qu'on conclut à midi 15. Donc, le pacte vert présenté en introduction semble très orienté infrastructure. Est-ce qu'il y a des axes plutôt portés sur les industries manufacturières? Alors, je reprends la main donc sur le pacte vert. Donc il y a effectivement le plan rail, c'est à la fois les infrastructures et, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la partie aussi matériel roulant. Hein, donc ça, c'est effectivement un plan qui a pour vocation de prévoir des investissements de la région Occitanie sur ces deux thématiques, mais qui doit derrière permettre aux entreprises régionales de pouvoir bénéficier de ces investissements, hein, et d'être partie prenante dans la réalisation des travaux, par exemple, qui peuvent être réalisés après. Donc, il y a tout un volet, comme je le disais aussi, sur les filières et donc l'accompagnement sur la structuration des filières. Donc, il y aura dans le cadre des contrats de filière qu'on est en train de travailler et que j'ai évoqué, des accompagnements sur les entreprises, leurs besoins, hein, et des réponses qui seront liées à cette expression de besoins des acteurs de la filière. D'accord. On va prolonger du coup sur le plan rail. Une question sur la sécurité des passagers à bord et les services aux passagers à bord. Sont-ils partie du plan rail? Alors, à ma connaissance, moi, j'ai pas vu d'éléments là-dessus. Je ne sais pas si Franck est présent. Oui, il est connecté. Je ne sais pas si. Oui, en fait, c'est un ensemble d'investissements qui sont prévus. Donc, dans la partie matériel roulant, il y a des équipements pour cette partie-là. Mais ce n'est pas aujourd'hui détaillé. Ce sont les grandes lignes qu'on vous a exposées. On rentre en fait dans la phase maintenant de détail en fait sur les investissements, que ce soit sur les infrastructures ou sur les matériels roulants, et également sur tout ce qui est sur la gare du futur, par exemple, aussi. Très bien, merci. Une question pour l'agence ADOC. Hein, quel rôle joue l'agence pour orienter les entreprises aéronautiques et spatiales vers les opportunités ferroviaires? En fait, c'est tout l'objet de l'action et de l'action dans laquelle on s'intègre également aujourd'hui. On adresse et on accompagne l'ensemble des filières structurantes de la région avec des experts spécialisés de chacune de ces filières-là. Notre rôle, c'est de faire justement de l'accompagnement en transversal et d'ouvrir les réseaux et actions portées par chacune des filières aux entreprises de l'aéronautique et du spatial. Donc, vous pouvez les retrouver au travers d'un agenda que l'on a en ligne avec une page dédiée sur la diversification aéronautique. Et on travaille du coup en étroite collaboration avec nos collègues et les acteurs structurants des filières pour essayer de créer des mises en relation et faire valoir justement les compétences
des entreprises aéronautiques vers ces acteurs-là et ces différents secteurs d'activité. Donc là, le point de contact, n'hésitez pas, vous pouvez passer par moi. On peut organiser des rendez-vous individuels pour étudier chacun de vos besoins et mettre en place des actions qui seraient adaptées à vos situations. Une dernière question, parce que j'avais dit midi 15, on s'arrête, il est midi 16. Pour pas laisser quelqu'un sans réponse, quel est le programme qui va prendre la suite de Shift2Rail qui a été évoqué? Pascal Pin, peut-être? Je peux donner une réponse kilo. Ah, pardon. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si Pascal veut dire un mot, mais le Shift2Rail, le programme s'arrête. Enfin, il y a des projets toujours en cours, mais après, il y a d'autres programmes qui se mettront en place. Les premiers appels à projets ne sont pas attendus avant la fin de l'année, mais qui ressemblent à Shift2Rail. Donc, c'est une initiative commune entre la Commission européenne dans le cadre d'Horizon Europe et les industriels du secteur ferroviaire pour financer des projets de R&D. D'une manière générale, c'est des projets plutôt avec un TRL assez élevé. Donc, ça peut aller jusqu'à 6-7. Donc, c'est un projet de R&D européen, un programme de R&D européen qui va se mettre en place à la fin de l'année. Très bien, merci Thilo. On va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les transmettre. Hein. J'essaie d'entourer vers les intervenants et donc toutes les questions trouveront une réponse si vous en avez. Je remercie tout le monde pour leur participation et principalement les intervenants qui ont pris le temps de préparer ces interventions-là. Et je vous remercie et reviendrai vers vous avec un email avec tous les éléments que l'on a évoqués tout à l'heure. Très bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci.